Bonjour, Mesdames, Messieurs, chers collègues du réseau roman et européen. Je suis flattée d'avoir été invitée à participer à ce temps d'ouverture de ce deuxième congrès et vous en remercie. On m'a demandé de questionner les enjeux de ce travail de réduction des risques et de tenter d'apporter quelques réflexions pour les chemins à prendre, en particulier en Suisse. En 15 minutes, c'est court, et parce qu'il n'y a pas qu'un chemin à prendre, mais plusieurs, tant les développements à donner sont nombreux et s'inscrivent à différents niveaux. Les quelques éléments que je souhaite vous livrer aujourd'hui restent modestes, d'une vision de terrain, d'une pratique professionnelle et d'une direction d'association. Avec cette association à Genève, je rencontre depuis de nombreuses années des hommes et des femmes faisant usage de produits psychotropes, mais je ne saurais les réduire à une simple étiquette de toxicomane, tant leur expertise, leur échange, nos nombreux échanges, leur parcours de vie ont contribué à formuler mon engagement au service de la réduction des risques. Ce travail est passionnant, il est de longue haleine. Pour autant, je pense qu'il est encore méconnu, voire mal compris, dans certains nombres de personnes, qu'elles soient apparentées à des groupes financiers, des travailleurs sociaux ou des professionnels de la santé même, ou encore du monde politique. La question des drogues est malheureusement encore trop souvent cantonnée à des questions d'ordre moral, au lieu de la placer dans des interventions professionnelles efficientes. L'usage des drogues touche le cœur des hommes, nos représentations, nos valeurs, nos schémas de pensée, nos préjugés, nos héritages religieux. La thématique des dépendances questionne la condition humaine et la place de chaque individu dans une société donnée, dans cette même société que l'on dit aujourd'hui de plus en plus individualiste et complètement dépendante, que cela soit à des opiacés ou à d'autres types de dépendances tels que le jeu, les écrans, le sexe ou encore le travail. Les nombreux développements à donner à la réduction des risques nous appellent forcément à interroger les limites de son intervention également, limites qui, sans doute, sont de plus en plus difficiles à déterminer tant les demandes et les besoins des usagers sont nombreux. Mon interrogation de où doit aller la réduction des risques se porte sur plusieurs points. Pour commencer sur le plan fédéral, on l'a dit, malgré la politique et l'assise de cette politique des 4 piliers, son assise en 2008, les recommandations de la Commission fédérale en matière de toxicomanie et sa référence du modèle tridimensionnel du cube qui encourage le développement d'une large palette de prise en charge et qui sort des catégorisations produits durs, produits légaux et illégaux, les disparités entre cantons sont encore très importantes. Seul gestionnaire d'une salle de consommation sur la partie romande et en francophonie, dois-je vous avouer que nous nous sentons bien seuls à Genève. Une douzaine de salles sur la partie allemande, une à Genève, et pour certains cantons, encore de la difficulté à faire légitimer leur programme d'échange de seringues. Notre cadre fédéral, donnant pour un certain nombre de questions le pouvoir et ses applications au canton, que devons-nous initier et poursuivre afin de trouver une meilleure cohérence nationale? Les rencontres, les réflexions et la mise en commun de projets intercantonaux doivent s'intensifier, comme l'est par exemple pour le travail de réduction des risques en milieu festif. Un travail de lobbying doit aussi se poursuivre avec des instances qui permettront aux acteurs de terrain de faire remonter leurs constats et leurs préoccupations aux décideurs et au monde politique. La question ne réside pas tant dans la circulation de personnes usagères de drogue entre les cantons, qu'elles soient illégales ou non sur le territoire suisse, puisqu'à Genève, petit aparté, nous continuons à défendre fermement l'accès universel aux prestations de réduction des risques, l'usage de drogue ou la transmission du VIH-Sida n'ayant pas de frontières, mais la question est bien de permettre à chaque canton de se doter d'une large palette de réponses et de prise en charge des consommateurs de drogue dans des outils qui ont fait leurs preuves.
Du côté du travail de la réduction des risques lui-même, le monde d'aujourd'hui est-il le même que hier, d'une politique de santé publique liée au VIH-Sida à une politique drogue tenant compte de facteurs sociaux? Les paradigmes de la réduction des risques doivent résolument évoluer et prendre en compte les enjeux actuels qui ne se situent plus sur le plan sanitaire aujourd'hui. Les postulats formulés il y a 20 ans ou il y a 10 ans ne sont pour un certain nombre plus en adéquation avec les besoins des consommateurs, leur environnement et leur contexte de vie ayant évolué pour un certain nombre vers une précarité importante. Bien évidemment, nous connaissons tous les éléments de succès qui ont déjà été cités, la capacité des usagers de drogue à se mobiliser dans ces mesures de réduction des risques, la chute de la transmission du VIH-Sida, et par exemple à Genève, la capacité des usagers à s'organiser, puisque dans les structures d'accueil de première ligne, nous avons un taux de plus de 95% de retour de seringues usagées. Et alors, comme dirait Georges Clooney, what else? Quid des réponses sociales? Que faisons-nous de leur réelle insertion au sein de nos villes, dans les espaces publics, au sein de nos économies locales, qu'elles soient classiques ou solidaires? Acteurs de terrain, peut-être utopiques, mais terriblement réalistes, nous ne pouvons aujourd'hui contourner les questions sociales que nous posent quotidiennement les situations de précarité chez cette population. La réduction des risques doit tenir compte de cette précarité sociale tout autant que l'évolution des consommateurs et des profils de ceux-ci. Dans l'usage unique à une polyconsommation, d'une pratique singulière qu'était l'injection à l'élargissement de modes de consommer, inhaler, sniffer, gober, de substances dites classiques, héroïne, cocaïne, à des produits de synthèse, de l'addiction aux consommateurs occasionnels et récréatifs, autant d'évolutions que le travail de réduction des risques doit prendre en compte afin de négocier habilement le virage des années glorieuses, mais clairement passées, aux années à venir. On l'a aussi dit, il est aussi intéressant de faire un court aparté sur le champ du traitement et du post-cure, des services qui se questionnent aussi sur les postulats de la réduction des risques comme un support à l'appréhension du public, de leur public dans leurs services. En effet, depuis quelques années déjà, les professionnels de ces institutions ont orienté leur vision et appréhendent le public reçu de manière différente en inscrivant leur travail thérapeutique dans le contexte global de la personne. Parallèlement au traitement ou dans un projet visant l'abstinence, le produit psychotrope ou la rechute n'est plus synonyme de rupture de contrat. La réduction des risques est un support de travail et peut participer au maintien d'un traitement ou d'un séjour en résidentiel. Nous le voyons, la réduction des risques couvre un champ de plus en plus large de réflexion et de pratiques professionnelles inhérentes à l'usage de drogue. Le programme de ce congrès le démontre parfaitement. Ainsi, les directions à prendre sont multiples pour la réduction des risques. Du point de vue sanitaire, il nous faut maintenir nos efficacités en termes VIH-Sida et overdose, développer le travail au niveau des hépatites, développer la réduction des risques dans les prisons. Du point de vue social, il nous faut travailler sur les déterminants sociaux que sont l'accès à du logement durable, au travail, à une reconnaissance de l'usager et de sa place dans la société, à son besoin d'utilité sociale et à la dimension de sa citoyenneté. Il faut également multiplier les projets de pairs aidants, inclure les usagers au démarrage de nouveaux projets, tant sur le plan sanitaire que social. Il nous faut également intensifier notre communication, évaluer et documenter notre travail, produire des données publiées. Dans un contexte plus global, il a aussi été dit, mentionné toutes les questions d'espace public et privé, de dépénalisation et de meilleure réglementation des marchés. Pour autant, aujourd'hui, nos idées fourmillent tout autant que nos constats d'impuissance et de non-possibilité de réponse. Les moyens financiers, de même que les volontés politiques propres à chaque canton, doivent se développer. Les fonds d'impulsion permettant le démarrage de projets ne sont clairement plus une réponse satisfaisante pour les acteurs de terrain.
Et quid de la pérennité des projets qui, en 2-3 ans, font leurs preuves? Devons-nous fermer les portes de ces projets en invoquant qu'il est encore plus novateur d'en créer de nouveaux dans le seul espoir d'obtenir des financements? Seule la pérennité des budgets permettront un réel travail de fond et à long terme pour une durable amélioration de la vie de ceux et celles qui font usage de psychotropes. Enfin, pour terminer, je souhaite citer quelques réflexions et pensées de M. Frédéric Méneret, doctorant en philosophie et travailleur social depuis une quinzaine d'années en France. La construction de la réduction des risques s'est faite à même la relation là où l'on était, là où l'on en était. Les cadres de référence durent être revus, les ressources redistribuées, les pratiques transformées. La réduction des risques est ainsi faite, militante, et se présente aujourd'hui comme un processus et une institution où s'inventent des réponses concrètes à des problèmes incontournables, tels qu'ils sont et non tels qu'ils devraient être. En tant que pratique d'intervention, elle porte le regard et l'analyse de manière empirique, selon un point de vue pragmatique. Notre travail de réduction des risques doit rester avant tout proche de l'humain. En effet, la réduction des risques s'attache tout d'abord aux expériences vécues, au monde tel qu'il est. Elle part de là. Merci.